Mon nom est Anna Whitmore. J'ai 34 ans et la veille de Noël, ma famille a appris que je valais 9 millions de dollars. Ils ne m'ont pas félicité. Ils n'ont pas demandé comment j'avais bâti mon entreprise ou survécu aux années où je pouvais à peine payer les salaires. Ma sœur a posé son verre de vin, m'a regardé et a dit, « Alors tu peux me donner l'argent dont j'ai besoin. » Ma mère s'est penchée sur la table. Pas une partie, Anna. Au moins la moitié. Ta sœur mérite la sécurité après tout ce qu'elle a enduré. Moi? Mon père a poussé un dossier vers moi. À l'intérieur se trouvait un accord de transfert avec mon nom imprimé sous une ligne de signature vierge. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce dîner n'était pas une célébration. C'était une embuscade. Les 3 personnes qui s'étaient moquées de ma carrière étaient soudainement des experts sur la façon dont ma fortune devait être divisée. Ma sœur a souri comme si la décision avait déjà été prise. « Tu auras toujours des millions », a-t-elle dit. « Ne te ridiculise pas en agissant comme une pauvre. » J'ai ri, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai envoyé un seul message. Quelques secondes plus tard, le téléphone de ma mère a sonné. Son visage est devenu pâle. « Oh non. 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 Tu ne peux pas faire ça. » Ma sœur a vérifié son écran et a bondi de sa chaise. « Oh mon Dieu. Non. Es-tu folle ?» Ce qu'elles ont vu n'était que la première notification. Elles n'avaient aucune idée de ce que j'avais découvert d'autre ou de ce qui disparaîtrait de leur vie avant minuit. Avant que je vous dise ce qui est apparu sur ces écrans et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où l'histoire de Noël d'Anna voyagera ce soir. 3 semaines plus tôt, ma mère a appelé pendant que j'examinais des données de modélisation d'urgence avec mon équipe d'ingénieurs. Mon entreprise, Amberlin Analytics, développait des logiciels de cartographie qui aidaient les services publics, les assureurs et les gouvernements locaux à prédire le mouvement des incendies de forêt. Ce n'était pas prestigieux. Ma carrière s'était construite dans des centres d'urgence, des bureaux sans fenêtres et des postes de terrain temporaires qui sentaient la fumée. 12 ans plus tôt, j'avais lancé Amberlin avec un ordinateur portable d'occasion et 2800 $. Ce mois de décembre, j'ai vendu une participation minoritaire à une entreprise nationale d'infrastructure. Après les impôts, les dettes et les primes des employés, mes actifs personnels valaient un peu plus de 9 millions de dollars. Presque personne ne le savait. Ma mère soupçonnait apparemment quelque chose car sa première question fut de savoir si les rumeurs sur mon entreprise étaient vraies. Rachel a vu un article. Elle a dit qu'il mentionnait une acquisition. C'était un investissement. Je contrôle toujours l'entreprise. Elle semblait déçue, comme si conserver le contrôle importait moins que de recevoir un chèque. Puis sa voix s'est adoucie. Nous avons réservé une salle privée à Union Station pour le réveillon de Noël. Ton père veut que tout le monde soit réuni. Tout le monde signifiait nous 4. Mes parents vivaient à Denver, et ma sœur aînée vivait à moins de 10 minutes d'eux. Je vivais à 40 minutes à l'ouest, assez près pour être appelé en cas d'urgence, mais assez loin pour rester en dehors de leur cercle quotidien. J'ai failli refuser. Le Noël précédent, Rachel avait plaisanté en disant que je me souciais plus des images satellites que des gens. Mon père avait ri jusqu'à en renverser son vin. Plus tard, ma mère m'avait dit de ne pas être susceptible car Rachel traversait une période difficile. Les périodes difficiles de Rachel avaient duré la majeure partie de sa vie d'adulte. Elle lançait des entreprises, les abandonnait, blâmait ses partenaires et recommençait en utilisant l'argent de nos parents. Son nouveau projet était une entreprise de homestaging de luxe appelée Art & Allo. En ligne, elle semblait prospère. D'après les documents financiers que j'avais vus accidentellement des mois plus tôt, elle était en train de couler. J'ai quand même accepté de venir parce qu'une partie de moi espérait que cette fois-ci serait différente. Peut-être que l'article avait changé la façon dont il me voyait. Peut-être qu'il poserait une question sincère sur mon travail. Cet espoir me gênait, mais je l'ai emporté avec moi au restaurant. Le soir du réveillon de Noël, je suis arrivé avec 10 minutes d'avance. La salle à manger privée donnait sur le hall principal de Union Station. Je me suis promis de rester 90 minutes, d'éviter de parler d'argent et de partir avant que les insultes ne commencent. Le plan a duré moins de 5 minutes. Rachel est entrée vêtue d'un manteau crème que j'ai reconnu parce que je l'avais en fait payé. L'hiver précédent, elle avait appelé en pleurant parce que son compte professionnel avait été gelé. Elle prétendait avoir besoin de 5 000 $ pour la paix.
J'ai envoyé 7 000 $. 3 jours plus tard, elle a publié des photos d'une station de montagne portant ce manteau. Quand je l'ai confrontée, elle m'a accusé de contrôler sa dignité. Au dîner, elle m'a embrassé sur la joue. La voilà, notre mystérieuse petite millionnaire. Les yeux de ma mère se sont tournés vers moi. Mon père a fait semblant de lire le menu. Je ne discute pas de finances ce soir, ai-je dit. Rachel a soupiré. Personne n'a demandé ta déclaration d'impôt. Nous nous sommes assis et mon père a commandé du champagne cher sans regarder le prix. Quand le serveur l'a versé, ma mère a levé son verre. À la famille, a-t-elle dit, et au fait de prendre enfin soin les uns des autres. Rachel me regardait par-dessus le bord de son verre. C'était le premier signe d'un plan. Le deuxième fut mon père plaçant sa mallette en cuir à côté de sa chaise. Il ne la portait que lorsqu'il voulait que quelque chose paraisse officiel. J'aurais pu partir. Au lieu de cela, je suis resté parce que je voulais savoir jusqu'où ils iraient. Le dîner a commencé avec une chaleur répétée. Ma mère a félicité Rachel pour avoir cherché à obtenir un contrat avec un promoteur de condominium. Mon père l'a qualifié d'entrepreneur avec un véritable instinct. Aucun des deux n'a mentionné que je lui avais présenté ce promoteur. Quand ma mère a demandé si mon entreprise fabriquait toujours ses cartes d'incendie, j'ai expliqué que notre logiciel avait récemment aidé à évacuer 2 quartiers plus tôt. Cela semble stressant, a-t-elle dit. Puis elle est revenue au centre de table de Rachel. J'ai ressenti la vieille sensation de rétrécir à leur table, mais cette fois, j'ai aussi observé attentivement. Rachel n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Mon père touchait sa mallette chaque fois que mon entreprise était mentionnée. Ma mère orientait la conversation vers les investissements, les impôts et la propriété. Il n'ignorait plus mon succès. Il le cernait. Au moment où le dîner est arrivé, je ne me demandais pas s'ils voulaient de l'argent. Je me demandais combien ils avaient déjà décidé leur appartenait. La demande a commencé comme une inquiétude. Anna, dit ma mère, coupant son saumon en tout petits morceaux. Es-tu protégée? J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Financièrement, avec tout ce qui se passe autour de ton entreprise, tu as besoin de gens pour t'aider à prendre des décisions responsables. Je lui ai dit que j'avais un comptable, un conseiller et un avocat d'entreprise. Mon père a souri patiemment. Les professionnels ne comprennent pas les obligations familiales. Ils isolent l'argent au lieu de l'utiliser judicieusement. Rachel a posé sa fourchette. Es-tu vraiment riche maintenant ou est-ce une de ces évaluations bidons? J'aurais dû refuser de répondre. Au lieu de cela, j'ai décidé de leur donner la vérité sans excuse. Mon entreprise a reçu un investissement stratégique. J'ai vendu une partie de mes actions. Après les impôts et les obligations existantes, ma valeur nette est d'un peu plus de 9 millions de $. La table est devenue silencieuse. Pas un silence de surprise, mais un silence calculateur. Ma mère a regardé mon père. Il a regardé Rachel. 9 millions, a demandé Rachel. Approximativement en espèces, un peu de liquidité, des investissements et les actions que j'ai conservées. Mon père s'est penché en arrière. Donc tu pourrais accéder à plusieurs millions sans nuire à l'entreprise. Cela dépend de la raison pour laquelle j'y accéderai. Rachel a ri. Pourquoi as-tu besoin de 9 millions de $? Tu vis dans la même petite maison, conduis une vieille voiture et n'as même pas d'enfant. Voilà. L'hypothèse qu'une femme sans mari ni enfant n'avait pas d'avenir à protéger. Ma mère a tendu la main vers la mienne. Je l'ai retirée. Rachel subit une pression énorme, a-t-elle dit. Son entreprise a des opportunités, mais l'opportunité nécessite du capital. Rachel a hoché la tête. Artendalo pourrait s'occuper de tout un développement de luxe. Si je m'agrandis maintenant, je serai enfin là où tu es. Je savais que c'était trompeur. Le promoteur avait demandé une proposition et une preuve de stabilité financière, pas offert un contrat. Combien demandez-vous, ai-je dit. Mon père s'est éclairci et a soulevé la mallette sur ses genoux. Nous avons réfléchi à ce qui serait juste. Il a poussé un dossier bleu marine sur la table. La première page indiquait « Accord d'égalisation du capital familial ». Sous le langage formel se trouvait une proposition de transfert de 4 500 000 $ de moi à Rachel. La moitié de ma valeur nette. L'argent était décrit comme une distribution familiale équitable,
comme si mes parents divisaient un héritage plutôt que de donner mon travail. Vous aviez un contrat préparé. C'est un cadre. Mon père a dit qu'un associé l'avait aidé. Est-il avocat? Il a une vaste expérience. J'ai regardé Rachel. Tu t'attendais à ce que je signe ce soir? Nous espérions que tu ferais la bonne chose sans commencer une dispute. Ma mère a expliqué leur logique calmement. J'avais 9 millions de dollars et une entreprise en pleine croissance. Rachel avait des dettes, une entreprise instable et moins d'années pour s'établir. Par conséquent, mon succès avait créé un déséquilibre. Le corriger, a-t-elle dit, protégerait l'unité familiale. Rachel a aussi fait des sacrifices, a-t-elle ajouté. Elle est restée proche. Elle a aidé après l'opération de ton père. Elle organise les anniversaires. Tu travaillais toujours. Quand mon père a été opéré, j'ai payé son aide à domicile parce que Rachel disait qu'elle était trop débordée pour aider pendant la journée. Quand ma mère a eu besoin de soins dentaires, j'ai couvert ce que l'assurance refusait. Quand leur sous-sol a été inondé, j'ai payé l'entrepreneur. Rachel leur apportait de la soupe, publiait des photos et recevait des éloges pour son dévouement. Je réglais les factures discrètement et suis devenue la fille absente. Combien d'argent ai-je déjà donné à cette famille, ai-je demandé. Ma mère s'est raidie. On ne tient pas les comptes. Je le fais maintenant. Je tourne les pages. L'accord faisait plus que transférer de l'argent. Il m'obligeait à fournir des conseils en affaires, à garantir une ligne de crédit et à renoncer au remboursement. Une autre page nommait mes parents comme médiateurs si Rachel avait besoin d'une aide supplémentaire. Ce n'est pas du soutien. Cela vous donne le contrôle de mes finances. L'expression de Rachel s'est durcie. Tu aurais toujours 4,5 millions. La plupart des gens ne voient jamais autant, y compris toi, apparemment. Mon père a tapoté la table. N'humilie pas ta sœur. Elle m'a tendu un contrat exigeant la moitié de ma fortune parce que je mérite une chance, a répliqué Rachel. Tu as eu de la chance. La technologie climatique est devenue à la mode et les investisseurs t'ont jeté de l'argent. Je me suis souvenu d'avoir dormi par terre dans mon premier bureau parce que je ne pouvais pas me payer un hôtel près d'un centre d'urgence. Je me suis souvenu d'avoir vendu le bracelet de ma grand-mère pour remplacer un serveur défaillant. Je me suis souvenu d'un investisseur me disant que les femmes étaient trop émotives pour la technologie des catastrophes. Je n'avais pas besoin de jouer ces souvenirs pour Rachel. Que as-tu sacrifié exactement pour mon entreprise, ai-je demandé. Elle a regardé nos parents. Ma mère a répondu. Elle a sacrifié l'attention que tu as reçue. J'ai presque admiré la logique. Mon succès, minimisé pendant des années, était soudainement la preuve que j'avais été favorisé. Mon père a fait glisser un stylo vers moi. Signe un accusé de réception. Tes avocats pourront réviser les détails plus tard. Puis j'ai remarqué un code de référence au bas du document. Amberlin utilisait la même plateforme. Le code montrait que le fichier avait été créé plus de 2 mois auparavant, avant l'article et avant qu'ils ne sachent supposément pour l'investissement. Ils avaient prévu de réclamer mon argent avant que je ne l'annonce. Cette prise de conscience ne m'a pas rendue furieuse. Elle m'a rendue prudente. J'ai fermé le dossier et demandé qui l'avait créé. Mon père a dit que c'était sans importance. Rachel m'a accusé de retarder parce que j'aimais la regarder se débattre. Ma mère a averti que l'argent me changeait, même s'ils avaient passé plus de temps à planifier comment le prendre que je n'en avais passé à le posséder. Ce document a été créé en octobre, ai-je dit. Aucun de vous ne connaissait le montant de l'investissement à l'époque. Comment l'avez-vous préparé? Rachel a eu l'air effrayée une seconde, puis est devenue indignée. Nous savions que l'entreprise se portait bien. Comment? Tu es secrète. Les gens font des suppositions. Mon père a tendu la main vers le dossier, mais je l'ai maintenu. Qui vous a donné mes informations financières? Personne, a-t-il dit. Nous comprenons tes habitudes. J'ai demandé quelle habitude révélait la structure de ma vente d'actions, le montant approximatif et le fait que je conservais le contrôle des votes. Ces détails figuraient dans une annexe. Ils n'étaient pas publics. Ma mère a jeté un coup d'œil à Rachel. 6 mois plus tôt, Rachel avait emprunté ma tablette lors d'un barbecue familial parce que la batterie de son téléphone était morte. La tablette contenait des courriels de l'entreprise. J'avais changé le mot de passe plus tard,
mais je n'avais jamais vérifié si des fichiers avaient été transférés. Tu as accédé à mes courriels, ai-je dit. C'est insensé. Alors comment savais-tu que l'accord incluait une vente secondaire? Mon père a haussé la voix. Même si Rachel a vu quelque chose, elle l'a fait parce que tu refusais de communiquer. Vous avez volé des documents confidentiels. J'ai regardé un courriel par accident, a dit Rachel. Un courriel accidentel t'a donné suffisamment d'informations pour rédiger un accord de 4 millions de dollars. Son visage a rougi. J'essayais de comprendre ce qui se passait dans ma famille. Ma mère a redirigé la conversation vers l'équité. Selon elle, Rachel avait vécu sous le poids de mon ambition. Chaque fois que je gagnais une bourse, lançais un produit ou apparaissais dans un article, Rachel se sentait diminuée. Mes parents compensaient en la louant, en la protégeant et en l'aidant financièrement. Tu étais forte, a dit ma mère. Rachel avait besoin de nous. Donc, parce que j'ai survécu au fait d'être ignoré, vous avez décidé qu'il était acceptable de m'ignorer. Tu n'as jamais été ignoré. Que ai-je reçu pour mon diplôme universitaire? Elle a cligné des yeux. Nous avons dîné. Tu es parti avant le dessert parce que Rachel a appelé à propos d'une rupture. Qu'a reçu Rachel après avoir terminé son programme de certificat? Ils lui ont organisé une fête pour 40 personnes et lui ont donné 10 000 $ pour ouvrir une entreprise de bougies qui a fermé 8 mois plus tard. C'était différent, a dit mon père. Elle avait besoin d'encouragement. J'ai énuméré le soutien que j'avais fourni. 9 mois de loyer de Rachel après son divorce, son prêt auto, les impôts fonciers de mes parents, les soins post-opératoires de mon père, les implants dentaires de ma mère, 2 000 $ chaque mois pour ce qu'ils appelaient la sécurité de la retraite. Savez-vous à combien cela s'élève? La famille ne calcule pas l'amour, a dit ma mère. Elle calcule l'argent quand l'amour n'apparaît qu'après le transfert. Rachel a essuyé un œil sans produire de larmes. Nous ne t'avons jamais forcé. Vous avez appelé pendant des urgences qui disparaissaient une fois que j'avais payé parce que vous pouviez vous le permettre. Je ne pouvais pas toujours me le permettre. J'ai aidé quand même. Mon père m'a accusé d'acheter une supériorité morale. Je lui ai rappelé que je n'avais jamais parlé à personne des paiements. Rachel était celle qui publiait des cadeaux chers pour nos parents tout en se remboursant sur des comptes que je finançais. Ma mère a demandé comment je le savais. Le fleuriste m'a accidentellement envoyé le reçu par courriel pour la dernière fête des mères. Rachel a signé la carte. Mon compte a payé. C'était un bouquet, a dit Rachel. C'était un exemple. J'ai demandé si Art Endello avait des contrats confirmés. Rachel a dit qu'elle en négociait plusieurs. J'ai posé des questions sur le prêt de 86 000 $ dû en janvier. Mon père m'a dit d'arrêter de discuter de questions privées. Vous avez apporté un contrat exigeant la moitié de ma fortune dans un restaurant. La confidentialité a pris fin lorsque vous avez ouvert la mallette. Rachel s'est penchée en avant. Très bien. J'ai besoin de capital. Maman et papa ont promis que tu aiderais. J'ai signé le bail de l'entrepôt parce qu'ils ont dit que tu le garantirais après la clôture de l'investissement. Tu as signé un bail de 5 ans sur la base d'un argent que je n'ai jamais offert. Nous savions que tu ne laisserais pas la famille tout perdre. Que signifie tout? Ma mère a chuchoté le nom de Rachel, mais elle a continué. La maison de ville, l'entrepôt, la maison de maman et papa, la banque avait besoin de plus de sécurité. Le visage de mon père est devenu rigide. La propriété de qui a garanti le prêt, ai-je demandé. Personne n'a répondu. Avec la signature de qui? Leur silence m'a donné la réponse. Le dossier n'était pas leur première tentative d'utiliser mes actifs. C'était leur tentative de légitimer quelque chose de déjà fait. Je n'ai pas paniqué. Mon esprit est devenu calme comme lors d'un briefing d'urgence. Lorsqu'un incendie franchit une ligne de confinement, la panique fait perdre du temps. On mesure la brèche et on protège ceux qui restent. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Nolan Pierce, mon avocat et plus vieil ami. Active les documents dont nous avons discuté. Fais-le maintenant. Ma famille pensait que ce message commençait ma vengeance. En réalité, elle avait commencé 10 jours plus tôt lorsque Nolan avait appelé pour demander si j'avais garanti un prêt commercial lié à Art Endello. Le service de conformité du prêteur l'avait contacté lors d'un examen actualisé de mes passifs.
Une garantie portant ma signature électronique mettait en péril jusqu'à 900 000 $ de mes actifs personnels. Je ne l'avais jamais vu. Au début, j'ai supposé qu'il y avait eu un malentendu. Puis Nolan a envoyé le fichier. La signature était copiée d'un formulaire d'autorisation médicale. Le courriel ressemblait au mien, mais contenait une lettre modifiée. Le numéro de téléphone indiqué appartenait à un appareil prépayé. Quelqu'un avait créé une version de moi suffisamment convaincante pour passer un premier examen. Le prêt n'avait pas été entièrement financé car la vérification d'identité restait incomplète, mais Rachel avait utilisé l'approbation préliminaire pour signer un bail d'entrepôt et persuader les fournisseurs d'accorder du crédit. Nolan voulait que je contacte immédiatement les forces de l'ordre. J'ai demandé 48 heures parce que je devais savoir si Rachel avait agi seule. Ce n'était pas le cas. Mon père a envoyé un courriel au prêteur en se décrivant comme mon représentant financier. Ma mère a soumis de vieux relevés bancaires que j'avais fournis en les aidant à refinancer leur maison. Rachel a téléchargé des documents confidentiels pris sur ma tablette. Tous les trois avaient participé. Ils n'avaient pas encore pris l'argent, mais ils avaient construit tout un plan autour de la conviction que je serais trop honteuse pour les exposer. Nolan et moi avons passé la semaine suivante à protéger mes comptes et à tracer chaque paiement récurrent que je faisais pour la famille. Cette enquête a révélé quelque chose de plus grand. Le dépôt mensuel pour la retraite que j'envoyais à mes parents n'était pas épargné. Mon père en redirigeait la majeure partie vers les paiements d'intérêts commerciaux de Rachel. Ma mère utilisait le reste pour aider à payer l'hypothèque de Rachel. Pendant près de 3 ans, j'avais financé sans le savoir le style de vie de ma sœur alors qu'elle se disait publiquement autodidacte. La maison de ville était particulièrement révélatrice. Rachel m'avait dit qu'elle l'avait achetée avec son règlement de divorce. Les registres de propriété montraient que mes parents avaient fait la compte en utilisant une ligne de crédit sur valeur domiciliaire que je remboursais parce qu'ils prétendaient que les frais médicaux les mettaient à rude épreuve. Je donnais de l'argent pour protéger mes parents. Ils l'utilisaient pour protéger Rachel. Puis tous les trois ont dit que Rachel méritait ma fortune parce qu'elle avait reçu moins de soutien. Je voulais tout annuler immédiatement. Nolan a conseillé la patience. Si j'agissais avant le dîner, il pourrait détruire des preuves ou prétendre que je les avais abandonnées sans explication. Au lieu de cela, nous avons construit un pare-feu. J'ai ouvert un compte qui pouvait payer directement les prestataires médicaux légitimes, mais ne pouvait pas fournir d'argent liquide à mes parents. J'ai informé le prêteur que la garantie était frauduleuse. J'ai révoqué d'anciennes autorisations, placé des alertes sur mon crédit et annulé les instructions pour une fiducie de soutien familial que j'avais prévu d'établir. La fiducie aurait contenu 1,2 million de $. Elle était conçue pour fournir un revenu de retraite, couvrir les soins futurs et donner à Rachel un accès limité à des fonds pour l'éducation ou la reconversion. J'avais vaguement mentionné l'idée à ma mère. Elle l'avait apparemment traitée comme la preuve que l'on pouvait exiger encore plus. Nolan a rédigé un avis de révocation, mais l'a gardé. Il a également préparé des avis mettant fin au paiement pour l'hypothèque, l'entrepôt, le véhicule et l'assurance de Rachel. Ces dépenses s'élevaient à près de 19 000 $ par mois. Je n'avais pas réalisé que je les payais toutes car les fonds transitaient par les comptes de mes parents sous des libellés tels que soutien santé, entretien de la maison et réserve fiscale. Quand veux-tu que les avis soient envoyés, a demandé Nolan. Après le dîner de Noël. Peut-être que c'était calculé. Mais j'avais besoin d'entendre ce que ma famille dirait en croyant que je ne savais rien. J'avais besoin de découvrir s'il restait quelque chose à sauver. Leur accord m'a donné la réponse. Ils n'ont pas demandé d'aide. Ils ont présenté une obligation. Ils n'ont pas avoué la fausse garantie ou les dettes. Ils ont essayé de me faire signer un langage qui légitimerait ce qu'ils avaient déjà fait. Quand Rachel a admis qu'ils avaient engagé les biens familiaux pour son bail d'entrepôt, j'ai compris pourquoi ils exigeaient la moitié de ma fortune. L'argent couvrirait ses dettes, lèverait les privilèges, restaurerait les comptes de mes parents et lui laisserait du capital pour continuer. Le montant avait été choisi pour effacer les conséquences de leur décision. Mon téléphone a vibré. Nolan avait répondu, confirmé. Révocation envoyée. Prêteur et conseil informé. Fiducie annulée. Le téléphone de ma mère a sonné en premier. Elle a lu l'avis de révocation et a murmuré « Oh, non, non, non. Tu ne peux pas faire ça. » Le téléphone de Rachel a sonné ensuite. Elle a reçu des avis mettant fin à sa subvention hypothécaire, au paiement de l'entrepôt,
au financement de l'assurance et à toute garantie personnelle. Oh mon Dieu, non, a-t-elle crié, renversant sa chaise. Es-tu folle? Mon père a vérifié son téléphone. Son visage a changé quand il a vu le message du service de fraude du prêteur. Ça, ai-je dit, c'est ce qui arrive quand on construit un plan financier autour de l'identité de quelqu'un d'autre. Rachel m'a accusé de détruire son entreprise. Ma mère a dit que je les mettais à la rue. Mon père a exigé que j'annule tout avant que des personnes extérieures ne soient impliquées. Des personnes extérieures sont impliquées. Mon avocat, le service de conformité du prêteur et l'enquêteur qui examine la fausse garantie. Le mot enquêteur les a réduits au silence. Tu nous as dénoncés, a demandé Rachel. J'ai signalé un document portant ma signature falsifiée. Elle n'était pas falsifiée. Tu aurais fini par signer. Même ma mère la dévisagea. Rachel a rapidement qualifié cela de provisoire. Mon père a prétendu que ce n'était jamais censé être définitif. J'ai ouvert le raccord et j'ai montré une clause stipulant que ma signature ratifierait les engagements financiers familiaux antérieurs. Ce dîner n'avait jamais eu pour but de demander 4,5 millions. Ils voulaient que je fasse disparaître leur fraude. Mon père m'a dit de baisser la voix, bien que je ne l'ai pas haussée. Cela le déstabilisait. Il avait l'habitude de provoquer tout le monde puis de devenir la personne la plus calme à table. Cette fois, j'étais plus calme. J'ai demandé s'il voulait expliquer la signature copiée, la fausse adresse électronique ou les relevés bancaires soumis sans autorisation. Ma mère s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'ils avaient eu peur. L'entrepôt de Rachel avait besoin d'un acompte. Les fournisseurs menaçaient de poursuites judiciaires et l'hypothèque de la maison de ville approchait du défaut de paiement. Mon père craignait de perdre la maison que lui et ma mère possédaient depuis 30 ans. Il croyait que mon investissement résoudrait tout. Vous aviez peur, alors vous m'avez usurpé mon identité. Nous protégions la famille, a dit mon père. Des décisions commerciales de Rachel, de l'humiliation publique, a admis ma mère. C'était la vérité. Il craignait que les gens apprennent que leur enfant prodige avait encore échoué. Rachel avait construit son identité autour de l'entrepreneuriat et du dévouement familial. Mes parents avaient construit la leur autour de l'éducation de la fille admirable qui restait proche. Mon succès ne remplaçait pas cette histoire. Il la finançait invisiblement. Combien doit Rachel? Mon père a dit que les chiffres étaient compliqués. J'ai ouvert le résumé de Nolan. Prêt, solde fournisseur, impôts, carte de crédit personnel, le bail de l'entrepôt et l'hypothèque créaient une exposition d'environ 1,6 million de dollars. Mes parents faisaient face à 400 000 dollars supplémentaires par le biais d'accords de garantie. Le total était encore bien inférieur à 4,5 millions. À quoi servait le reste? La croissance, a dit Rachel. Vous vouliez que je couvre 2 millions d'obligations et que je vous donne 2,5 millions de plus. Je construis une entreprise. Tu ne t'es pas versé de salaire à partir de revenus légitimes depuis 14 mois. Ma mère a exigé de savoir pourquoi je parlais à Rachel comme à une criminelle. Parce qu'elle a utilisé mon identité. Elle a fait une erreur désespérée. Une erreur, c'est de composer un mauvais numéro. Ceci a nécessité des documents, un faux courriel, un téléphone prépayé et la coordination de 3 personnes. Mon père s'est levé. Les conflits familiaux ne devraient jamais devenir des affaires juridiques. Dirais-tu cela si un étranger copiait ta signature? Les étrangers sont différents. Tu as raison. Je l'aurais remarqué plus tôt. Le directeur du restaurant s'est approché et a demandé si une assistance était nécessaire. Mon père a souri. Tout va bien. Ma sœur nous menace, a dit Rachel. Je mets fin à des arrangements financiers non autorisés, ai-je expliqué. Personne n'est en danger physique. Le directeur est resté près de la porte. Rachel a baissé la voix. Annule les transferts ce soir. Nous discuterons du remboursement plus tard. Il n'y a pas de transfert à annuler. Les paiements sont annulés. Mon hypothèque est prélevée dans 4 jours. Appelle ton prêteur. La paie est due la semaine prochaine. Utilise les revenus de l'entreprise. C'est que je n'en ai pas assez. Alors l'entreprise est insolvable. Son expression s'est durcie. Tu attendais de dire ça. Non, je payais 19 000 $ chaque mois pour éviter de le dire.
Ma mère a affirmé qu'elle n'avait jamais demandé ce montant. Je lui ai montré le tableur. Dépôt de retraite, réserve médicale, paiement sur valeur domiciliaire, impôts, assurance, frais de véhicule et réparation d'urgence supposés. La plupart de l'argent avait été redirigé vers Rachel ou ses créanciers. En 36 mois, j'ai fourni plus de $600 000, sans compter les prêts antérieurs et les paiements directs. L'affirmation de Rachel selon laquelle je n'avais jamais soutenu la famille était mathématiquement absurde. Mon père a adouci sa voix. Il a dit que j'avais raison d'être en colère, mais une annulation immédiate punirait ma mère, qui ne comprenait pas les implications légales. Maman a soumis mes relevés. Elle a cru à mon explication. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il est resté silencieux. Ma mère l'a regardé. Tu as dit qu'Anna avait déjà donné son accord de principe. Mon père l'a accusé de déformer ses propos. Leur alliance s'est fracturée instantanément. Rachel leur a reproché d'avoir promis un soutien. Ma mère a reproché à Rachel d'avoir caché la véritable dette. Mon père a blâmé mon secret pour avoir créé des malentendus. Ils se sont retournés les uns contre les autres parce que leur unité avait dépendu de mon argent. Rachel a finalement demandé ce que je voulais. Des excuses, le contrôle, l'humiliation publique. Je veux la séparation, financière, légale et émotionnelle. J'ai expliqué les nouvelles conditions. Je ne financerai plus l'entreprise, la maison de ville, la voiture, l'assurance, les impôts ou les dépenses personnelles de Rachel. Je ne garantirai pas de prêt ni ne participerai à un refinancement. Les transferts mensuels illimités de mes parents prendraient fin. Pendant 6 mois, je continuerai à payer les frais médicaux légitimes directement aux prestataires. Après cela, ils vivraient de leurs revenus de retraite ou vendraient des actifs. La fiducie familiale était définitivement annulée. À la place, j'avais autorisé une contribution de $250 000 à un fonds de secours et d'évacuation en cas d'incendie de forêt. Il aiderait les familles qui avaient perdu leur maison dans des circonstances qu'elles n'avaient pas créées. Ma mère a fermé les yeux. Tu as donné notre sécurité à des étrangers? Non, j'ai donné mon argent à des gens que j'ai choisi d'aider. Rachel m'a demandé de retarder les annulations de 90 jours. J'ai refusé. Alors 30. J'ai encore refusé. Finalement, elle a demandé un paiement d'hypothèque. Vends la maison de ville. Le marché est lent. Baisse le prix. Je vais perdre mon capital. Tu n'as pas fourni la compte. Elle a crié que je la voulais à la rue. Vendre une maison de ville de 3 chambres et louer un appartement plus petit, ce n'est pas être sans abri. C'est réduire son train de vie. Elle avait utilisé la souffrance de personnes réellement vulnérables comme bouclier pendant si longtemps que toute perte de confort lui semblait une violence. Mon père a demandé si je pouvais arrêter l'enquête. Le prêteur décide maintenant. Tu laisserais ton père faire l'objet d'une enquête à Noël. Vous avez soumis les documents en octobre. Noël était votre choix. Rachel s'est mise à pleurer pour de vrai. Elle ne pleurait pas notre relation. Elle calculait ce qu'elle pourrait perdre. L'entrepôt, la maison de ville, le VUS loué, l'image publique et la protection contre les conséquences. Ma mère a essayé de la réconforter, mais Rachel l'a repoussée. Tu as dit qu'Anna signerait, a-t-elle sifflé. Tu as dit qu'elle cède toujours. Cette phrase expliquait parfaitement notre famille. Ils avaient confondu la compassion avec une reddition permanente. Je me suis levé et j'ai remis l'accord non signé dans la mallette de mon père. Puis j'ai sorti une petite boîte cadeau de mon sac à main. À l'intérieur se trouvaient les clés d'un véhicule accessible que j'avais prévu d'acheter à mes parents car les douleurs à la hanche de ma mère s'aggravaient. J'ai ouvert la boîte, regardé les clés et les remis dans mon sac. C'était pour nous, a demandé mon père. Ça l'était. Cette conséquence silencieuse les a plus affectés que n'importe quel discours. Ils pouvaient voir la vie que ma générosité aurait pu leur offrir s'ils ne l'avaient pas traitée comme une propriété. J'ai payé l'addition du dîner parce que je ne voulais pas d'une dernière dispute sur qui devait quoi. En partant, Rachel m'a traité de cruel. J'ai regardé en arrière. La cruauté serait de prendre plaisir à ça. Ce n'est pas mon cas. Mais je n'empêcherai plus la réalité de vous atteindre. Puis je suis sorti sans demander s'il me pardonnerait. Les conséquences ne sont pas arrivées par un effondrement spectaculaire. Elles sont venues par des échéances, des avis et des décisions que ma famille ne pouvait plus m'attribuer.
Le propriétaire de l'entrepôt de Rachel a mis fin à l'accord d'expansion après avoir appris que son financement était invalide. Les fournisseurs ont exigé un paiement immédiat avant de libérer les stocks. Sans nouveaux meubles, elle a perdu la proposition de condominium qu'elle avait décrite comme garantie. En 6 semaines, Artendalo est entré en restructuration sous surveillance judiciaire. Rachel a vendu le VUS, a quitté la maison de ville et a loué un appartement d'une chambre près de ses clients restants. Elle a dit à des parents que j'avais détruit son entreprise par jalousie. Puis, un fournisseur a partagé des registres montrant qu'elle était insolvable bien avant Noël. Son histoire s'est effondrée. Mes parents ont vendu leur maison au printemps. Ils ne sont pas devenus sans abri. Ils ont acheté un condominium plus petit avec l'argent restant de la vente et ont ajusté leurs dépenses à leurs revenus de retraite. Ma mère a qualifié le déménagement d'humiliant. Un logement plus petit n'est pas une humiliation, lui ai-je dit. Soumettre de faux documents et exiger que je les dissimule, ça l'est. Le prêteur a choisi de ne pas engager de poursuite pénale car la garantie a été arrêtée avant le financement final. Cependant, il a émis des conclusions de fraude, a fermé la ligne de crédit de Rachel et a interdit à mon père de me représenter dans de futures affaires. Nolan s'est occupé des détails juridiques pour que je n'ai pas à subir des appels émotionnels répétés. Je n'ai pas célébré. La vengeance ne ressemblait pas à un feu d'artifice. C'était comme éteindre une machine qui avait consumé ma vie et écouter le silence après. Pendant des mois, ce silence était inconfortable. Les appels de ma mère me manquaient, même si la plupart s'étaient terminés par des demandes. Je me souvenais du père qui m'avait appris à changer un pneu et je me demandais quand il était devenu l'homme qui copiait mes documents. Je me souvenais de Rachel me défendant d'un tyran quand nous étions enfants et j'avais du mal à concilier cette fille avec la femme qui disait que je finirais par signer. Les limites n'effaçaient pas l'amour. Elles révélaient si l'amour pouvait survivre sans accès. Rachel m'a contacté 8 mois plus tard. Son premier message ne contenait aucune excuse. Elle a demandé si j'investirais dans une version plus petite de son entreprise. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, elle a écrit qu'elle avait commencé à travailler pour une entreprise de homestaging établie et qu'elle suivait des conseils financiers. Je commence à comprendre combien tu payais, a-t-elle dit. J'ai répondu, la compréhension est un début, pas une réparation. Mes parents ont commencé une thérapie après que j'ai limité la communication à des appels programmés et mis fin à toute conversation impliquant la culpabilité, l'argent ou les attaques. Les progrès étaient lents. Mon père s'est d'abord excusé d'avoir mal géré les choses. Je lui ai dit qu'un langage vague le protégeait de nommer ce qu'il avait fait. Des mois plus tard, il a réessayé. J'ai utilisé tes documents sans permission parce que je croyais que ton succès appartenait à la famille. J'avais tort. Cela n'a pas restauré la confiance, mais c'était enfin honnête. Le don pour la récupération après les incendies de forêt a soutenu le transport d'évacuation, le logement temporaire et le matériel de remplacement dans 3 comtés. Lors d'une réunion communautaire, une femme a remercié Amberline d'avoir aidé ses parents âgés à partir avant la fermeture d'une route. Elle ne connaissait pas mon don privé, et je ne le lui ai pas dit. Ce moment m'a appris quelque chose que ma famille avait déformé. La générosité n'exige pas la reddition. L'aide librement donnée crée la dignité. L'aide extraite par la culpabilité crée la dépendance et le ressentiment. Le Noël suivant, j'ai organisé un dîner chez moi pour les employés qui ne pouvaient pas voyager. Nolan et sa femme, et 2 nouveaux voisins. Personne n'a demandé ce que je valais. Personne n'a mesuré l'amour à la taille d'un virement. Nous avons discuté de recettes ratées, d'ascensions difficiles, de la météo en montagne et des chemins étranges qui nous avaient réunis. Vers minuit, ma mère a envoyé une photo. Elle et mon père se tenaient à côté d'un petit sapin dans leur condominium. Rachel était avec eux, portant un badge d'employé de son nouveau travail. Le message disait « Nous espérons que tu es en sécurité. Nous apprenons. » Je ne me suis pas précipité pour leur pardonner, mais j'ai répondu « Joyeux Noël ». C'était la limite que j'ai choisie. Pas la haine et pas la réconciliation immédiate, mais une porte qui ne pouvait s'ouvrir que par la responsabilité. Mes 9 millions de dollars ne m'avaient pas rendue puissante. Dire non, si. La victoire n'était pas de voir Rachel perdre sa maison de ville ou de voir mes parents affronter des vies plus modestes. C'était de comprendre que je n'avais pas besoin de leur approbation pour faire confiance à ma propre mémoire. Je n'avais pas abandonné ma famille. J'avais cessé de financer un système qui exigeait que je reste invisible.
Le sang peut créer une relation, mais il ne peut excuser l'exploitation. L'amour peut inspirer la générosité, mais il ne donne à personne la propriété de votre travail, de votre identité ou de votre avenir. Parfois, le cadeau le plus sain que vous puissiez faire à une famille est la conséquence qu'elle a évitée pendant des années. Parfois, la phrase la plus aimante que vous puissiez vous dire est la plus simple. J'ai assez aidé. Maintenant, je choisis ma propre vie. Alors dites-moi, si les personnes les plus proches de vous exigeaient le succès que vous aviez passé des années à construire, continueriez-vous à payer pour préserver la paix ou les laisseriez-vous enfin affronter la vérité? Partagez votre point de vue ci-dessous. Quelqu'un qui lit vos mots pourrait avoir besoin de la permission de fixer la limite qu'il a eu peur de fixer. Merci d'avoir regardé cette histoire fictive jusqu'à la toute fin. Elle a été créée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion, sans intention de représenter des personnes ou des événements réels. Nous vous rappelons que parfois la vie retire des personnes de votre chemin non pas pour vous punir, mais pour protéger le meilleur avenir que vous ne pourriez jamais avoir en restant attaché à elles.